En 2008, un document de 9 pages, juste 9 pages, publié par une personne ou un groupe mystérieux sous le nom de Satoshi Nakamoto, a complètement changé la donne. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce texte fondateur pour comprendre comment l'idée d'une monnaie 100% électronique est devenue possible. En fait, tout part d'une question qui paraît simple, mais qui est absolument fondamentale. À l'ère d'Internet, comment fait-on pour envoyer de l'argent en ligne, directement d'une personne à une autre, n'importe où dans le monde, mais sans avoir à passer par une banque? C'est précisément ce problème que le papier de Satoshi a cherché à résoudre. Bon, pour bien piger le concept, on va décomposer ça en 5 étapes. D'abord, on regardera le problème de base, puis la solution cryptographique qui est proposée. Ensuite, un point super important, comment on évite la double dépense. Après ça, qu'est-ce qui motive le réseau à fonctionner? Et pour finir, pourquoi tout ce système est si sécurisé? Ok, premier point, le problème. Jusqu'à présent, tout le commerce en ligne reposait sur des institutions financières, des tiers de confiance, quoi, comme les banques. Elles sont là, au milieu, pour traiter les paiements et s'assurer que tout se passe comme il faut. Le souci avec ce modèle basé sur la confiance, c'est qu'il a des faiblesses assez évidentes. Déjà, la médiation par une banque, ça a un coût, ce qui rend les toutes petites transactions pas très rentables. Et en plus, ces transactions peuvent être annulées. Du coup, les commerçants doivent se méfier, demander plus d'infos qu'il n'en faudrait. C'est face à tout ça que le papier de Satoshi propose une alternative vraiment radicale. On arrête de se baser sur la confiance et on passe à un système basé sur la preuve. Alors, passons à la solution. Comment on fait concrètement pour se passer de cet intermédiaire? Eh bien, la proposition centrale, c'est un système de paiement électronique qui ne repose plus sur la confiance, non, mais sur la preuve cryptographique. Donc, une pièce dans ce système, qu'est-ce que c'est? Il faut l'imaginer un peu comme un titre de propriété numérique. C'est une chaîne de signature digitale. Pour la transférer à quelqu'un d'autre, le propriétaire actuel signe numériquement la transaction d'avant et la clé publique du nouveau propriétaire. Ça crée une sorte de chaîne de possession parfaitement vérifiable, où chaque transfert est scellé par une signature unique. Et là, on touche au défi majeur de n'importe quelle monnaie numérique. Si une pièce, ce n'est finalement qu'un fichier informatique, qu'est-ce qui empêche de faire un simple copier-coller et de la dépenser une deuxième fois, une troisième, 100 fois? C'est ça le fameux problème de la double dépense. Et c'est vraiment là qu'on voit tout le génie du système. La solution, ce n'est pas un seul élément magique. Non, c'est une combinaison de plusieurs concepts qui, mis ensemble, arrivent à résoudre ce problème et de manière complètement décentralisée. Le premier ingrédient, c'est l'idée d'un serveur d'horodatage. Pensez à ça comme un notaire numérique. Il prend un paquet de transactions, les met dans ce qu'on appelle un bloc et publie un hash de ce bloc. Le hash, c'est une sorte d'empreinte digitale numérique unique. Et c'est là que ça devient crucial. Chaque nouvelle empreinte inclut l'empreinte précédente. Ça les relie toutes ensemble dans une chaîne, dans l'ordre chronologique, qui est quasiment impossible à casser. Si on voulait modifier un truc dans le passé, il faudrait recalculer toute la chaîne qui vient après. Autant dire, bon courage. Ok, mais comment on sécurise cet horodatage s'il n'y a pas d'autorité centrale? C'est là qu'intervient la preuve de travail, le proof of work. Pour avoir le droit d'ajouter un nouveau bloc à la chaîne, les participants du réseau doivent résoudre un problème mathématique super difficile, qui demande une puissance de calcul monstrueuse. C'est vraiment comme un puzzle, très, très dur à résoudre, mais une fois que quelqu'un a la solution, c'est super facile pour tous les autres de vérifier qu'elle est bonne. Et ça, c'est un point absolument crucial. Le pouvoir de décision sur le réseau n'est pas lié à une identité ou à une adresse IP, des trucs qu'on peut facilement falsifier. Non, il est basé sur la puissance de calcul brute. Le principe est simple, un processeur, une voix. Du coup, la majorité, la version officielle de l'histoire, c'est toujours la chaîne la plus longue, parce que c'est elle qui prouve qu'elle a demandé le plus de travail pour être créée. Bon, récapitulons. On a nos briques de base, la chaîne de signature, l'horodatage et la preuve de travail. Maintenant, voyons comment tout ça s'emboîte dans un grand réseau et surtout, pourquoi des gens voudraient y participer. Alors, comment ça se passe une transaction du début à la fin? C'est un cycle en 6 étapes. D'abord, une nouvelle transaction est envoyée à tout le réseau. Ensuite, chaque nœud, ces comptables du réseau, rassemble ces transactions dans un bloc. Après ça, tous ces nœuds se mettent en compétition pour résoudre le fameux puzzle. Le premier qui trouve la solution diffuse son bloc à tout le monde, les autres vérifient que tout est en ordre et si c'est bon, ils l'ajoutent à leur propre chaîne et se mettent immédiatement au travail sur le bloc suivant. Mais la question c'est, pourquoi est-ce que quelqu'un dépenserait de l'électricité et de la puissance de calcul pour faire tout ça? La réponse, les incitations. Le nœud qui trouve la solution du puzzle est récompensé de 2 manières. D'abord, il a le droit de créer des pièces toutes neuves juste pour lui. C'est vraiment l'analogie du mineur qui trouve de l'or. Et deuxièmement,
Il récupère aussi les petits frais qui étaient attachés aux transactions qu'il a validées dans son bloc. Et ça nous amène à la théorie des jeux, au cœur du système. Et c'est brillant. Même un acteur malveillant avec une énorme puissance de calcul a un choix à faire. Soit elle utilise sa puissance pour essayer de tricher, soit elle l'utilise pour jouer selon les règles et empocher les récompenses. Et ce que le papier démontre, c'est qu'il est bien plus rentable de coopérer. Parce que si on attaque le système, on risque de détruire la valeur de la monnaie et donc de la richesse qu'on essaye de voler. Allez, on arrive à la dernière pièce du puzzle, la sécurité. Qu'est-ce qui fait que cette fameuse blockchain est si difficile à attaquer ? Alors là, il faut bien comprendre un truc important sur le but d'un attaquant. Il ne peut pas créer de l'argent sorti de nulle part. Ça, le protocole l'empêche. Le seul truc qu'il peut essayer de faire, c'est d'annuler une de ses propres transactions récentes. Par exemple, pour récupérer l'argent qu'il vient de dépenser. Mais pour ça, il devrait littéralement réécrire l'histoire. Et dans le papier, il y a des calculs de probabilité qui sont vraiment fascinants. Pour réécrire l'histoire, un attaquant devrait créer en secret une chaîne parallèle qui deviendrait plus longue que la chaîne officielle. Et comme on le voit ici, même s'il contrôle 10% de toute la puissance du réseau, il suffit d'attendre 5 confirmations, c'est-à-dire 5 blocs après sa transaction, pour que ses chances de succès tombent en dessous de 0,1%. La sécurité augmente de façon exponentielle. Concrètement, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire qu'avec seulement 10% de la puissance de calcul, un attaquant a une chance quasi nulle d'annuler une transaction après seulement 5 blocs. C'est pour ça que dans la pratique, on s'est mis d'accord sur le chiffre de 6 confirmations. Une fois qu'il y a 6 blocs empilés par-dessus une transaction, on peut la considérer comme gravée dans le marbre, pratiquement irréversible. Donc pour résumer, ce que Satoshi Nakamoto a mis sur la table, c'est un système complet et autonome. Il permet des transactions directes entre individus, sécurisées par la cryptographie et un consensus décentralisé, sans jamais avoir besoin de faire confiance à un tiers. Et tout ça, ça nous laisse avec une question vraiment profonde. L'invention dans ce papier, ce n'est pas juste une nouvelle technologie. C'est une proposition radicale qui nous invite à repenser complètement notre façon d'échanger de la valeur. La question n'est plus seulement technique, elle devient presque philosophique. Est-ce que, dans notre futur numérique, la preuve mathématique peut vraiment un jour remplacer l'institution si humaine de la confiance ?